Bonjour et bienvenue donc à la série questions et réponses avec Sylvain Bélanger. Donc j'ai eu une petite question qui m'a été posée suite aux vidéos concernant donc le vaccin et la déconnexion de l'âme. Ça a entraîné quelques commentaires, puis il y a des gens qui me posaient des questions sur comment savoir où se trouve la vérité dans la situation actuelle. Et c'est une question super intéressante quand même parce que ça entraîne une réflexion par rapport à la fameuse notion de pleine conscience intuitive, puis la position que je dois adopter en tant que pratiquant de la pleine conscience intuitive. Quand on cherche la vérité, on doit partir du principe que on doit être un observateur de la réalité. Si je n'observe pas la réalité, je vais donc prendre position par rapport à celle-ci, parce que j'ai des convictions, parce que j'ai des croyances, parce que j'ai des peurs, parce que j'ai des insécurités, etc., qui vont m'amener donc à prendre un biais. Actuellement, avec les réseaux sociaux, les informations, les nouvelles, etc., il y a inévitablement donc une pression au niveau de l'information qui nous est retransmise, qui nous éloigne de cette position d'objectivité, de témoin, que la pratique de la pleine conscience intuitive va valoriser. Quand on regarde les deux grands mouvements de pensée actuels, il y a un mouvement de pensée qui dit, il faut se baser sur la science, etc., il faut se baser sur ce que les nouvelles disent, etc., qui est donc une forme de voie de conformité. Et cette voie de conformité est tout à fait intéressante, puisqu'elle nous propose donc un regard sur ce qui se passe avec des propositions, etc., etc. Tout va bien, à ce moment-ci, tout va bien. Quand, par contre, on commence à poser un regard sur cette réalité-là et qu'on se questionne sur celle-ci, c'est-à-dire qu'on se dit, il y a des choses bizarres qui se sont passées, on tente à quelque part de nous présenter la réalité d'une certaine façon, peut-être qu'il y a d'autres façons de voir la réalité. La position de témoin, c'est une position, quelque part, de quelqu'un qui observe les choses et qui ne va pas chercher à interpréter la réalité, mais il va la questionner. Donc, si je regarde cette conformité-là qui nous est proposée depuis plus d'1 an et que je la questionne, au Québec, le questionnement n'a pas été tellement important, sauf que quand on regarde en France, par exemple, que je suis pas mal, il y a énormément de questionnements qui se sont posés autour de cette crise-là. Et là, j'aimerais bien aussi clarifier autre chose à ce niveau-là. Le terme qui est devenu un terme très à la mode aussi, qui nous éloigne encore là de la position de témoin, c'est cette fameuse notion de complotisme. Qu'est-ce que c'est que le complotisme? C'est quelqu'un, quelque part, qui se pose des questions. On en est rendu malheureusement là. Oui, effectivement, comme il y a des excès dans le questionnement qu'on peut se poser, puis il y a des extravagances, puis il y a des exagérations qui peuvent être lancées là-dedans. Ça, je crois qu'il faut justement, en tant que pratiquant de la pleine conscience intuitive, il faut vraiment se mettre dans une position d'objectivité, de témoin, et d'observer quelque part ce qui nous est dit, puis aller vérifier ce qui nous est dit avec l'objectivité du témoin. L'objectivité du témoin, c'est quelqu'un qui ne part pas du principe qu'une réalité qui existe plutôt qu'une autre. Il part du principe qu'il y a donc de l'information, et que par l'information qu'il va aller côtoyer, il va regarder les deux points de vue, puis il va arriver à se dire, moi je me fais une idée par rapport à telle chose, je me fais une idée par rapport à telle chose, et j'arrive donc à convenir d'une certaine forme de regard sur cette réalité-là. Alors ça, c'est le regard donc du témoin, c'est un regard qui va nous permettre justement de nous rapprocher de la vérité, puisqu'on ne va pas partir du principe qu'il y en a un qui a raison et que l'autre a tort, ou vice-versa. Malheureusement, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pression assez forte qui s'est faite depuis plus d'1 an, et il y a donc des gens qui ont choisi la voie de la conformité et qui ne la remettent pas en question. Et il y a des gens qui ont choisi la voie de la non-conformité et qui ne la remettent pas en question. Donc, la position de vérité, c'est la position, effectivement, où on reconnaît quelque part les deux points de vue et qu'on reconnaît quelque part que la vérité se situe, sans doute, un petit peu entre les deux. Donc, il faut reconnaître, effectivement, qu'à travers ça, il y a donc un regard qui nous est proposé, qui est le regard qu'on voit à la télé, etc., qui va avoir une certaine forme de vérité, une certaine forme de logique, une certaine forme de cohérence qu'on va pouvoir entendre, bien sûr, mais ça ne veut pas dire pour autant que parce que cette information nous est donnée, qu'on ne doit pas se questionner par rapport à elle.
Et c'est là qu'on tombe dans la position du complotisme actuellement, malheureusement. Dès que quelqu'un amène des argumentations qui pourraient être significatives et qui pourraient amener une réflexion, mais plutôt qu'amener une réflexion, on va dire simplement à cette personne-là, tu es un complotiste, donc on va taire la discussion. Alors ça, je pense que c'est vraiment un thème dangereux et un thème qui mérite la question. Pour moi, quand je vois une situation comme celle-là, je me dis, oh, il y a quelque chose de louche là-dedans. Pourquoi on réduit toute personne qui se questionne à une position de complotiste, alors que finalement, une personne qui se questionne, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un, quelque part, qui entend une information, puis qui se questionne, puis qui veut comprendre. Donc, à quelque part, au niveau de la communication, il y a vraiment un gros problème dans le monde entier actuellement, concernant la situation de crise, puisque cette situation de crise, on dit, par exemple, qu'au tout début de la crise, avant même que la crise ait lieu, il y a eu des gens qui ont fait se sont rencontrés pour faire comment on dit ça, donc ils ont vécu une expérience comme s'il y avait effectivement donc une pandémie qui avait lieu. Okay? Donc, ils se sont retrouvés, puis ont créé ça quelque part avant même que la pandémie ait lieu. Ça s'est fait avant, et c'était en prévision qu'une pandémie pourrait arriver. Donc, ça veut dire que il y a des gens, quelque part dans le monde, qui sont préparés à une pandémie possible. Donc, à partir du moment qu'on s'est préparé à une pandémie possible, on devrait donc être capable de faire face à une pandémie. Et qu'est-ce qu'on regarde dans le monde entier? C'est qu'on voit qu'il y a eu énormément de cafouillage autour de la situation de pandémie, comment il fallait réagir face à elle. Je pense simplement à l'idée des masques, par exemple. Je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit quand je vous dis ça. Je ne fais simplement que refléter des faits qui sont objectivables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter de ça. On pourrait se dire, oui, mais c'est normal, on ne s'y attendait pas, etc. Mais, oui, mais je vous ramène simplement à l'idée que quelques mois, je ne peux pas vous dire en détail, quelques mois avant que la pandémie ait lieu, il y avait eu des pays, des gouvernements qui se sont réunis pour justement envisager quelque part qu'est-ce qu'on devait faire dans un cas de pandémie. Je vous rappelle aussi que l'OMS, il y a plusieurs années avec le SRAS et tout ça, avait vécu des situations qui étaient très dangereuses. Le monde entier avait été très, très troublé à cette époque-là. On avait beaucoup d'appréhension. On parlait même de vacciner tout le monde, etc. Et finalement, ça tombait à l'eau parce que ça n'a pas eu l'impact qu'on avait prévu. Mais déjà, à ce moment-là, on avait, à quelque part, eu des sons de cloche qui nous amènent à dire hey, ça pourrait arriver un jour, donc il faudrait peut-être s'y préparer. Et l'OMS avait dit à cette époque-là qu'ils allaient être prêts à la prochaine pandémie. Donc, moi, je regarde ça simplement avec une certaine distance en me disant, OK, ça veut donc dire que dans le pire des cas, l'OMS a vraiment passé à côté complètement de son rôle, que les pays, à quelque part, qui avaient participé à cette organisation concernant la pandémie, à la préparation d'une pandémie, ont complètement passé à côté de leur rôle aussi, n'ont pas dû surréagir. Quand on regarde, à quelque part, tout le cafouillage à l'intérieur de tout ça, il y a eu énormément de choses qui sont quand même troublantes par rapport à cette histoire-là. Puis on peut effectivement comprendre que ce n'est pas une situation facile, j'en conviens. Maintenant, à partir du moment où on accepte d'être critiqué, parce qu'effectivement, si on a eu du cafouillage, c'est normal qu'on se fasse critiquer. Alors si on se fait critiquer, ben, c'est normal quelque part qu'il y ait des discussions, puis c'est normal quelque part qu'il y ait des volontés, effectivement, d'écouter d'autres personnes que nous, puisque nous, on n'a pas été à la fine pointe de la chose. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'à moins vraiment qu'on critiquait quelqu'un qui était dans la voie, justement, gouvernementale, je ne sais quoi, on se faisait dire qu'on était complotiste. Alors, pour moi, ça me fait penser un peu, et là, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais quand même, ça me fait quand même un peu penser au Moyen-Âge, quand les femmes, les sorcières, se faisaient mettre sur des bûchers. Alors, évidemment, c'est un peu fort ce que je vous dis là, mais c'est comme un élément de réflexion, c'est un flash que je donne pour simplement pour réfléchir. Moi, je suis thérapeute intuitif. Moi, ça fait plus de 30 ans, là, près de 30 ans que je fais ça, là. Qu'est-ce que moi je retiens de ces 30 années-là en tant que thérapeute intuitif qui se veut être sérieux et qui veut faire avancer les choses par rapport à une démarche intuitive? C'est une voie que j'ai adoptée depuis 30 ans. Et qu'est-ce que j'observe depuis 30 ans? Il y a une évolution. Mais quand même, j'ai été souvent très confronté à me faire traiter d'une façon pas très juste, pas très correcte selon mon point de vue, par diverses voies professionnelles, par diverses personnes, même dans certaines situations. C'était même surprenant, des gens qui étaient même dans le même milieu que moi, mais parce que j'avais peut-être pas les mêmes pensées qu'eux, j'adoptais pas la même façon de voir les choses qu'eux, j'étais un peu rejeté, j'étais carrément rejeté.
Donc, tout ça, finalement, alimente quoi? Mais alimente finalement l'idée que la différence est une chose difficile à vivre sur Terre. Quand on arrive avec des approches différentes ou des regards différents, comme moi, avec l'intuition, bien, inévitablement, j'ai été souvent regardé avec des yeux bizarres, avec des regards un peu critiques aussi, par rapport à ce que j'étais. Donc, cette position de complotiste, je la connais quelque part, parce qu'évidemment, quand on est un thérapeute intuitif, on n'est peut-être pas dans le complot, mais on est certainement on apporte un certain regard sur la vie qui est différent que celui, quelque part, qui arrive avec la pensée classique, etc. Donc, tout ça pour vous dire que où est-ce que se trouve la vérité? Dans un premier temps, c'est dans cette position de témoin dans laquelle chacun de nous allons trouver une certaine vérité. Cette vérité-là, elle est fausse. D'accord? Elle est fausse. Votre vérité, elle est fausse comme la mienne, elle est fausse aussi. On est dans un processus où on regarde la réalité avec un biais. Maintenant, la position de témoin nous aide à porter un regard moins biaisé et de regarder les points de vue de chacun. Et à partir du moment qu'on regarde les points de vue de chacun, à un moment donné, on va devoir trancher. C'est-à-dire qu'on va devoir se positionner par rapport à ce que nous, on juge comme étant une vérité. Par contre, la sagesse associée à ça va faire que la vérité que je vais adopter n'est pas une vérité complètement fermée ou complètement noire ou blanc. Elle va être associée à du gris. Hein, c'est-à-dire qu'on va être capable de faire des liens entre, oui, c'est vrai, j'ai cette position-là, par contre, je reconnais telle position. Donc, on n'est pas dans une position conflictuelle que j'appelle, on est plus dans une position de conciliation, puisqu'on reconnaît quelque part un certain nombre de choses, et on reconnaît un certain nombre de choses de l'autre côté aussi. Donc, on n'est plus dans une position « j'ai tort » ou « tu as raison », mais nous avons quelque part des points de vue différents, mais nous avons en quelque part des espaces communs. Ces espaces communs-là font qu'il y a une discussion, qui font qu'il y a une communication qui peut exister entre moi et vous, par exemple. Quand on se met dans la position actuelle, qu'on retrouve beaucoup actuellement, qui tend à se développer beaucoup au Québec, beaucoup en France aussi, c'est cette position que moi j'appellerais de dualité. C'est-à-dire qu'il y a les bons citoyens, les mauvais citoyens. Alors, les bons citoyens, c'est ceux qui font ce que les gouvernements nous disent de faire, et les mauvais citoyens, c'est ceux qui se rebellent ou se révoltent. Alors, pour moi, il y a quelque chose là-dedans très, très malsain, que le gouvernement encourage, et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que le gouvernement devrait au contraire chercher à favoriser une forme de collaboration entre les êtres humains. C'est leur rôle, en fin de compte, et que chercher à créer une forme de dualité, ou une forme de conflit entre les êtres humains, c'est quelque chose de très, très malsain. Moi, je sais que j'ai observé ça dans mes relations avec les gens que je côtoie. Je vois qu'il y a des gens qui sont tellement dans l'insécurité ou la peur par rapport à tout ça, qu'ils vont devenir complètement fermés, puis ils ne sont pas désireux de converser ou de discuter, et que si, par exemple, quelqu'un n'a pas encore, par exemple, été vacciné, ben, quelque part, il va être mal perçu ou mal vu. Et même que, quelque part, on va même se mettre en retrait par rapport à cette personne-là. Donc, ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est simplement, sans passer par une voie de pleine conscience intuitive comme telle, déjà avoir un regard sur la réalité dans cette position d'ouverture, c'est déjà un grand plus. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça demande un temps fou d'arriver à cette vérité-là, puisque ça demanderait de faire une recherche. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, je suis ébahi par la somme d'informations à laquelle on a accès, et une somme d'informations, finalement, qui n'apporte pas de clarté tant que ça, parce que justement, il y a tellement d'informations que ça devient compliqué à s'y retrouver. Alors, moi, ce que je vous dirais par rapport à ça, bien évidemment, c'est qu'importe si vous avez du temps ou pas du temps, l'important, quelque part, c'est d'avoir cette forme d'ouverture qui tient compte, à quelque part, des deux points de vue. Alors, quand on a peu de temps, bien, on a peu de temps pour regarder deux points de vue, mais on a quand même du temps pour reconnaître qu'il y a deux points de vue ou deux façons de voir les choses. Et ces deux façons de voir les choses-là sont des points de vue, tout simplement. Alors, ces points de vue-là, quelque part, devraient être discutés, devraient être échangés, ça serait normal, etc., etc. Donc, ça serait la chose que je vous dirais. Par rapport à la pratique de la pleine conscience intuitive, maintenant, comment trouver cette vérité-là? Bien évidemment, encore une fois, on tombe dans le même piège que je vais vous raconter, parce que quand on est un intuitif, le piège de l'intuitif, c'est d'avoir l'impression d'avoir la vérité. Par exemple, je suis en communication avec une intuition qui me dit que je suis l'incarnation de Jésus-Christ et qui me dit que je vais changer le monde. Alors, quand j'affirme ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'identifier à une voix intérieure qui m'a dit que j'étais l'incarnation de Jésus-Christ. Donc, je vais m'adopter un comportement en accord avec ça. Donc, je vais devenir finalement convaincu de quelque chose et je vais donc porter quelque part cette conviction-là dans ma propre vie. Et d'une certaine façon, je vais perdre ma position de témoin. Ma position de témoin, c'est de reconnaître que
il y a une voix autour de moi qui me dit que je suis l'incarnation de Jésus-Christ, que je vais faire de grandes choses, c'est super, et je vais donc me mettre en retrait pour pouvoir observer justement ce Sylvain-là qui va devenir l'incarnation de Jésus-Christ, puis il va faire de grandes choses, d'accord? Alors c'est un peu une caricature que je vous dis là, mais pour faire comprendre que dans la position de la pleine conscience intuitive, c'est une position justement qui est nuancée systématiquement, parce que l'intuition, quelque part, c'est une facette de nous. C'est-à-dire que moi, si l'intuition me dit que je suis quelqu'un d'extraordinaire, ben, l'intuition me donne ce regard-là, c'est une facette de moi. Quelqu'un pourrait me rencontrer dans une autre facette de moi, puis pourrait me dire, ben lui, c'est vraiment pas quelqu'un d'habile dans quelque chose, je ne sais quoi. Donc, vous comprendrez ici que on est dans le monde des nuances, et que quand on cherche la vérité, ben, quelque part, on doit accepter justement que cette vérité-là, elle se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus vaste que ce qu'on connaît de la réalité. Et c'est là que la pleine conscience, et non pas la pleine conscience intuitive, mais la pleine conscience ou la méditation a une place à jouer depuis bien longtemps dans l'histoire humaine. C'est que cet état de méditation nous permet de nous relier à quelque chose de plus grand, de plus vaste. Et ce plus grand, ce plus vaste-là nous rapproche d'une forme de vérité. Et cette vérité-là, qu'est-ce qu'elle nous fait expérimenter? Elle nous fait expérimenter justement, non pas un élément intellectuel qui nous dit « Ah, voici la vérité, je l'ai trouvée ». Non, c'est quelque chose qu'on expérimente comme un état d'unicité. Et cet état d'unicité nous fait comprendre quelque part que la vérité se vit dans un état d'expérience dans lequel nous faisons partie de tout. Et ce tout-là, quelque part, n'est pas duel, n'est pas dans une forme de dissociation, de conflit avec quoi que ce soit. Donc, quand on recherche cette fameuse vérité, bien, c'est sûr que dans la pleine conscience intuitive, on va donc chercher à développer cette méditation, cette relation avec cette forme d'universalité-là, cette forme d'unité. On va chercher donc à la développer, à la favoriser. Puis en même temps, évidemment, qu'on se retrouve dans une position où on doit faire face à des situations, ben on va chercher donc à travers la démarche de pleine conscience intuitive de pouvoir justement mieux comprendre, de mieux nous comprendre nous-mêmes, de mieux comprendre notre relation avec un partenaire dans un contexte de couple, de façon professionnelle, etc. On va pouvoir donc développer des outils pour être capable de mieux comprendre notre partenaire, mieux se comprendre nous par rapport à ce partenaire-là, puis de chercher à développer une relation de collaboration, hein, un espace commun entre les deux êtres humains. Et dans un contexte de collectivité, bien, on peut poser un regard sur cette collectivité-là, essayer de comprendre justement moi par rapport à la collectivité, comment je me positionne, comment je l'aperçois cette collectivité-là toujours d'un point de vue intuitif, être capable donc de partir de là, de pouvoir moi reconnaître cette collectivité-là comme ayant une certaine couleur, puis moi quelque part d'évaluer de quelle façon je peux m'insérer dans cette collectivité-là pour pouvoir justement m'adapter à elle et pour pouvoir effectivement bien vivre avec elle. Alors c'est là qu'on en est actuellement. Dans la situation où est-ce que se situe cette fameuse vérité, ben, notre vérité, quelque part, ben, elle peut être multiple. Hein? C'est-à-dire que soit que moi, je fais partie de cette société-là et que je ne me questionne pas et que je fonctionne librement à l'intérieur des règles et des lois de la société, ou soit que je me questionne par rapport à cette réalité-là, et me questionnant, ben, ça m'amène à remettre en question cette réalité-là humaine pour me rendre compte qu'il y a une réalité qui est supérieure à l'être humain, une réalité quelque part qui dépasse l'entendement de ce que je suis en tant qu'être humain et qui me relie à cette forme d'unité dont j'ai parlé tantôt. Donc, c'est là que ça nous ramène à énormément de voies qu'on a vues dans la littérature spirituelle souvent. C'est cette fameuse voie de l'individualisation de l'être humain qui fait que moi, en tant qu'être humain, je prends conscience que je ne fais pas partie à quelque part de la collectivité, pourrait-on dire, mais je fais partie à quelque part d'un processus individuel qui m'amène à me reconnecter avec qui je suis et mon essence supérieure pour pouvoir effectivement apporter à cette collectivité-là une lumière qui est la mienne. Cette lumière-là n'est pas plus lumineuse que les autres nécessairement, elle est simplement la mienne, tout simplement, que j'ai reconnue. Et ce processus d'individualisation-là est un processus que tout être humain devrait chercher à atteindre ou à développer. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui parvient à le développer pour la simple raison que la société ne valorise pas ça du tout. Et je pense que trouver sa vérité, c'est certainement la plus belle chose. Et trouver sa vérité, ça veut donc dire amener cette vérité-là dans le monde de la différence qui est autour de moi. Et les êtres humains peuvent être différents de moi dans leur vision de ce que je suis. Je peux les respecter tout en cherchant à collaborer pour amener cette vérité-là qui est la mienne. Alors, en quelque sorte, moi, c'est ça que je vous dirais, c'est que moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de l'intuition, que j'ai cherché, donc, moi, mon volet, ça a été quoi? Ma volonté, c'était de développer un enseignement sur l'intuition
dans lesquels l'être humain allait trouver sa voie personnelle et dans lesquels il n'allait pas avoir justement de démarches, entre guillemets, où on pourrait se perdre dans notre ego, parce que beaucoup les démarches intuitives sont beaucoup associées souvent à communication avec des guides, communication avec Jésus, etc. On va souvent perdre à quelque part notre bon sens, parce que justement on va se relier à cette... on va s'identifier à des voies spirituelles, puis en s'identifiant à elles, inévitablement on perd notre position de témoin. Donc dans la pleine conscience intuitive, on a beaucoup cherché à développer ça. C'est ça que j'ai toujours cherché, moi, à valoriser. Donc aujourd'hui, après toutes ces années-là, c'est ça que je propose toujours. Je suis toujours resté dans ma voie, qui est une voie d'individualisation, dans laquelle je fais mon chemin, ma voie, ma route, malgré que c'est pas toujours facile, parce que justement, la collectivité n'est pas nécessairement réceptive à ce que je propose, parce que quelque part, je ne suis pas dans l'air du temps, pourrait-on dire. Donc, j'ai une façon de présenter les choses qui est la mienne, j'y crois. Puis même si l'extérieur n'y croit pas comme je le souhaiterais, je reste en accord avec cette conviction-là, en me disant que, un jour, effectivement, je vais peut-être amener un peu plus de cette vision que j'ai. Parce que moi, ma vision de ce que c'est que l'intuition, c'est que moi, je crois que l'intuition, c'est une voie aussi enracinée, aussi concrète, que tous les domaines qu'on trouve dans la psychologie moderne, que ce soit la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse, que la politique, tous les domaines à quelque part ont une place de choix sur la société. Et je pense que l'intuition mérite d'avoir cette place-là puisqu'elle va permettre à l'être humain d'être un être meilleur, un être plus éveillé, un être plus en accord avec lui, avec l'univers, avec la collectivité humaine. On va être plus en accord avec tous et chacun de cette façon-là. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai toujours voulu beaucoup m'investir dans cette direction-là et que j'espère donc toujours collaborer là-dedans, cette direction-là, pour pouvoir faire avancer les choses à ce sujet-là. Donc la question qui est une grande question, c'est qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on trouve la vérité? Vous l'avez compris. La première, c'est cette position de témoin, qui est une position dans laquelle on observe les choses. On ne prend pas pour acquis à quelque part ce qui nous est dit ou ce qui nous est proposé. On apprend justement à se poser comme un témoin qui observe un côté, l'autre côté, et qui va arriver à faire une conclusion de ça. Et ça, on trouve ça dans la philosophie, on trouve ça avec tous les grands courants de la pensée, cette idée justement que quand on veut avoir une pensée juste, quelque part on regarde les deux points de vue, on ne va pas commencer à en adopter un en se disant non, le point de vue c'est complotiste. On va regarder les deux points de vue, puis on va se questionner par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est une voie tout à fait logique et pas trop surprenante, mais en même temps qu'on a beaucoup négligé depuis plus d'1 an. Là, on a observé quelque chose de vraiment très... on est devenu très fermés les uns avec les autres, et je trouve ça très dommage. L'autre voie, bien évidemment, c'est la pratique de la pleine conscience intuitive qui nous amène à développer la position de témoin, mais aussi donc à faire un travail pour travailler sur nos croyances, nos limitations, nos peurs, nos insécurités, d'apprendre justement à se défiger intérieurement pour être capable d'observer la réalité d'une façon plus souple, je dirais. Alors ça, c'est une première chose, parce qu'il faut comprendre que nos peurs vont faire que notre façon de regarder une situation de crise comme celle qu'on vit actuellement, va faire qu'on va adopter une position qui va être celle qui va être le plus en accord, justement, avec notre tempérament, nos inquiétudes, nos peurs, nos angoisses, etc. Donc, tout ça le travail de pleine conscience intuitive va nous aider dans ce sens-là. Ça va nous aider également à mieux comprendre l'autre, qui peut être différent de moi. Donc encore là, je peux apprendre à me mettre en relation avec un partenaire, puis lire davantage intuitivement ce qu'il est, me harmoniser à lui davantage, être plus en paix et en harmonie avec lui, pour être dans une position plus juste envers mon entourage. Donc moins le juger, plus l'accepter, plus le tolérer, plus l'accueillir. Et ça aussi, c'est une voie importante dans la situation actuelle, on le voit beaucoup. Ensuite, inévitablement, on peut apprendre évidemment donc à élargir nos voyages pour se rendre compte qu'on peut regarder une collectivité. Donc moi, je peux faire des lectures intuitives sur la collectivité avec laquelle je suis en interrelation pour mieux encore la comprendre, mieux m'ajuster à elle, etc. Donc vous voyez que, évidemment, on peut progresser comme ça, on peut aller voir notre histoire familiale, on peut aller voir des mémoires d'autres vies, on peut voyager à un niveau de plus en plus vaste, travailler sur les personnes décédées, commencer à s'élargir pour être capable de faire du ménage, en quelque sorte, dans la cartographie subtile de nos interrelations qui existent entre moi et l'être humain, les êtres humains, mais aussi les mondes subtils. Et à travers ça, bien évidemment, on peut se rapprocher d'une compréhension qui est plus globale et qui est plus proche d'une forme de vérité, puisqu'on se rappelle effectivement que derrière tout ça, derrière tout ce que j'ai nommé, il y a une forme de lien universel qui existe, une forme d'énergie universelle qui nous relie et qui nous ramène à un état de fusion, d'union à quelque chose de plus grand que soi. Et que la véritable démarche spirituelle, c'est celle-là. Et que tout le reste,
qui se fait dans le conflit, dans la différence actuellement entre les êtres humains, ben, elle nous éloigne de cette voie spirituelle-là. Donc, peut-être que ce serait bon, pour se retrouver avec cette vérité-là, de nourrir cet état spirituel, pour retrouver cet état de paix d'harmonie, et d'arrêter de perdre du temps avec toute cette conflictuelle, tous ces conflits inutiles, je dirais, puisque quelque part, ils ne nous apportent rien, sinon de perdre de l'énergie à discuter. Et quand on regarde cette position de témoin, la position de témoin nous amène à dire, OK, je discute, mais qu'est-ce que je fais avec la discussion? Alors si on parle éternellement et on est en conflit éternellement, ça n'apporte aucune discussion. La discussion, c'est quand deux êtres humains sont capables d'échanger pour pouvoir arriver à trouver une zone de partage. Si on n'est pas capable d'arriver à une zone de partage avec des gens qui on discute, c'est parce qu'on est soit trop fermé ou soit que l'autre personne est trop fermée, ou que les deux sont trop fermés. Donc, la position de témoin, c'est d'apprendre à reconnaître que l'autre personne est peut-être trop fermée, peut-être parce que moi, je lui donne pas assez de jeu. Et dans ce sens-là, bien évidemment, j'apprends moi donc à développer une conscience plus élevée par rapport à l'autre pour être capable de mieux communiquer avec lui. Alors, évidemment, il y a des limites à tout ça, bien sûr, mais c'est une idée que je lance, quelque part, que si on veut une harmonie avec certaines personnes, bien, quelquefois, bien, il faut simplement comprendre le point de vue de cette personne-là pour être en mesure de mieux la respecter, pour qu'il y ait un échange plus juste qui puisse en résulter. Donc voilà, alors c'était une réponse qui n'était pas nécessairement une réponse super identifiée là, à une vérité claire, mais je pense que vous avez ressenti sans doute que cet état d'unité, de renouer contact avec l'unité, qu'on peut retrouver dans la méditation, dans des états de pleine conscience intuitive, dans des états de pleine conscience, ces états quelque part où on retrouve un petit peu cette liaison avec un sentiment de perfection avec lequel on est lié, qu'on fait partie de ce tout-là, et certainement la vérité. La vérité qu'on oublie et qu'on néglige très souvent sur Terre parce que justement on est confronté à ce monde de la matière et ce monde de la matière qui nous illusionne par plein d'artifices. Et actuellement, la crise actuellement est un bel exemple de ces artistes-là, à quelque part à force de vouloir nous convaincre, hein, parce que évidemment les médias, tous les réseaux sociaux, etc., essaient de nous convaincre que soit la conspiration a de l'allure, ou soit que quelque part la conformité a de l'allure, que la voie du vaccin, etc., c'est la seule voie possible, etc. Donc tout ça, finalement, nous amène à devoir nous reconnecter à nous-mêmes et à notre individualisation, et à ne pas se laisser simplement se faire happer par tout ça, mais de garder cette individualité-là et de garder quelque part cette créativité individuelle qu'on a en tant qu'être humain et de poser les bonnes questions pour simplement être quelqu'un qui est sage, qui cherche à établir une relation juste avec lui-même et avec son entourage pour pouvoir fonctionner en harmonie et en état d'équilibre avec lui-même et son entourage. C'est ça qu'on cherche à développer le plus possible. Donc voilà, c'était ma réponse concernant cette question. J'espère que cela a pu éclairer vos lanternes. Ou en tout cas, si ça entraîne des volontés de discuter avec moi, n'hésitez pas à le faire. Ça me fera plaisir de pouvoir répondre sur ces questions, cette question importante. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.